Dans son œuvre, Kafka agit comme un géologue qui soulèverait la croûte terrestre pour révéler sa matière convulsive. Et la vision jaillit en lui comme une source directement de la terre féconde de son imaginaire. Emporté par le souffle de la création, il s'engage dans un no man's land à la conquête de son moi par l'écriture. Écrivain visionnaire, démiurge, il fut aussi très profondément humain. Et d'ailleurs, il exerçait une attraction tout à fait particulière, intellectuelle et physique sur les autres. Nombre de ses contemporains ont été frappés par la luminosité de ses yeux bleus ou gris d'acier, selon les témoignages, par ses cheveux d'un noir de jais et par son sourire, paraît-il, absolument inoubliable. Alors, vêtu avec soin, il avançait penché, comme poussé par un vent. Alors, sur le plan des relations sociales, excusez-moi, c'était un homme brillant, admiré par ses amis pour son intelligence, évidemment, mais aussi apprécié par sa grande bonté, par son extrême douceur. Alors, docteur en droit dès 1906, c'est-à-dire à l'âge de 23 ans, il fut au sein d'une compagnie d'assurance extrêmement importante, un conseiller juridique que sa direction considérait comme tout à fait irremplaçable. Et évidemment aussi passionné de littérature, d'art et de philosophie, il éblouissait littéralement ses interlocuteurs par son talent dialectique dans ces cafés littéraires qu'il fréquentait à Prague. Et pourtant, une sorte de légende subsiste d'un individu malingre, alors qu'il était bien bâti, au contraire, et de très haute taille, et d'un anachorète en train de crachoter dans sa mansarde et en train d'écrire des histoires invraisemblables. Il est vrai que Kafka déchirait entre cet irrépressible besoin d'écrire et l'envie toute bête de mener une existence normale, a vécu un peu dans un état de crise existentielle, voilà, presque toute sa vie, et très fragilisé par les effets d'une tuberculose diagnostiquée en 1917. Mais tandis que sa chair et son esprit se rebellent, se débattent, sa création, elle, ne cesse de mûrir et de s'accomplir. Kafka observe, il écoute et il absorbe, s'efforçant, s'attachant même par la suite à retranscrire tout ce qui, en lui ou autour de lui, témoigne de l'humain, du vivant, de l'animal aussi. Et il cherche aussi dans ses écrits, dans ses textes, à nous transmettre ce qu'il pressent de l'avenir du monde. Tout ça sans se départir jamais d'un humour assez sarcastique et sans renier le lien très fort qu'il entretient avec le concret. Le Terrier, cette nouvelle qu'il a écrite en novembre-décembre 1923, c'est-à-dire quelques mois seulement avant sa mort, est une illustration magnifique et saisissante. Dans un ouvrage passionnant et tout à fait original, Franz Kafka, ou l'angoisse de la station verticale, Nicolas Cazel s'interroge sur cette obsession des animaux chez cet écrivain qui est très présente. Et dans les quelques pages consacrées au Terrier, justement, il pose tout de suite la double signification du titre allemand, der Bau, c'est-à-dire la construction, qui définit et qui circonscrit le terrier, mais aussi toutes les activités de son occupant, de bâtisseur, qui est un bâtisseur. Alors, ce qui permet à Nicolas Cazel de faire apparaître la portée symbolique de ce récit. Mais une analyse ça facilite toujours la compréhension du texte, mais ça empêche aussi une lecture plus spontanée, plus personnelle. Alors, que découvrons-nous si, mettant de côté les interprétations plus ou moins pointues, nous nous laissons couler dans ce long monologue que constitue le terrier. Son unique personnage est un animal fouisseur qui décrit l'habitation qu'il a construite
au prix d'un labeur énorme, pour la rendre confortable, silencieuse et évidemment inaccessible à des prédateurs virtuels. Alors cet étrange narrateur nous entraîne, enfin cet étrange narrateur aussi qui parcourt constamment son domaine pour vérifier la solidité de ses fortifications et de ses agencements intérieurs, nous emmène avec lui le long de galeries sans fin, au cœur de boyaux très étroits, et se remémorant, au passage, les efforts exigés pour percer un labyrinthe ou des puits d'aération. Et aussi, subterfuge, la fabrication d'une entrée fausse pour détourner l'ennemi. Alors, de fil en aiguille, il nous révèle l'existence d'une place forte, très reculée, où il entrepose le butin de ses chasses. Car ce terrier est le lieu d'un univers carnivore qui est lié au meurtre et à la prédation, dont la première nécessité est la chasse, et la deuxième, la conservation de la viande, et d'où une activité intense pour le transport et le stockage des bêtes. Alors vient ensuite le moment des agapes, lorsque l'animal, tout tremblant de faim et de convoitise, se précipite du fond de sa galerie vers le fin fond de la fameuse plate-forte, et se frayant un passage entre les carcasses entassées, il en engloutit d'énormes portions. Et lorsqu'enfin, complètement repu, il se laisse tomber pesamment au sol et s'endort. Voilà. Alors, le génie de Kafka dans cette nouvelle précisément, c'est la manière absolument virtuose dont, sans aucune transition, il balade son animal de son statut de bête à celui d'être pensant, tout en créant autour de l'histoire un halo métaphorique, un halo métaphorique extraordinaire. Et qu'il s'agisse d'une taupe ou de nous, en tant qu'humains saisis, perçus dans notre structure primitive, jamais aucune espèce n'aura été aussi bien concrétisée, aussi bien scrutée dans les moindres replis de sa chair et de sa vitalité sanguinaire, et aussi de ses rituels finalement assez dérisoires. Malgré son imagerie féroce, malgré toute sa violence, cette fable est d'une limpidité vraiment bouleversante. Alors, Kafka, merci. Il était le météore du XXe siècle, vraiment, et il a vu très loin devant.